Bienvenue à l'émission À part égale, l'émission du réseau Parité 1-1 du groupe La Poste. Et aujourd'hui, j'ai la joie et l'honneur de recevoir parmi nous Marie-Pierre Rixain. Marie-Pierre Rixain, bonjour. Bonjour. Alors Marie-Pierre Rixain, vous êtes députée de la 4e circonscription de l'Essonne et vous êtes à l'origine de la loi qui porte votre nom, la loi Rixain, la loi sur la parité. Où est-ce qu'on en est au niveau de la parité dans les entreprises aujourd'hui en France à peu près ? Alors, sur la parité dans les conseils d'administration, oui, grâce à la loi Copé-Zimmermann, nous sommes environ à 46% de femmes dans les entreprises cotées, donc ce qui fait d'ailleurs de la France le premier pays au monde en termes de représentation de femmes dans les conseils d'administration. Et puis, sur les COMEX et les CODIR, eh bien aujourd'hui, nous sommes à 28,5%. Et donc, nous avons progressé d'environ 9 points entre le moment où j'ai commencé à travailler sur cette loi et aujourd'hui. Pourquoi ça vous a paru important ce sujet ? D'où ça vous est venu votre engagement et qu'est-ce qui vous a donné cette envie, cet engagement ? Certains disent que je suis née féministe. C'est un engagement qui me vient vraiment de mon enfance. C'est une conviction qui est que je vaux autant qu'un garçon, je vaux autant aujourd'hui qu'un homme et que donc mes pères, femmes, n'ont pas aujourd'hui à avoir moins de droits que les hommes et en 2025, ça semble évidemment naturel de le dire. Or, la réalité fait qu'aujourd'hui, nous savons qu'il existe encore des inégalités substantielles et notamment sur le plan économique entre les femmes et les hommes qui sont environ de l'ordre de 22% et qui se concrétisent jusqu'à 40% au moment de la retraite. Donc, des inégalités substantielles. Donc, moi, j'ai l'habitude de dire que les femmes ont conquis leurs droits politiques, les femmes ont conquis leurs droits sexuels et reproductifs. Et aujourd'hui, les femmes doivent conquérir leurs droits économiques. On imagine encore que sur le papier, grâce d'ailleurs à la Constitution, les femmes et les hommes sont égaux en droit, et notamment sur le plan professionnel. Mais dans la vraie vie, sur le plan professionnel, il y a encore des inégalités. Et en particulier sur le partage du pouvoir dans les entreprises. D'où effectivement l'idée de se dire ça avait marché pour les conseils d'administration, les quotas, donc ça devait pouvoir marcher également pour les COMEX et les CODIR. Comme le dit Christine Lagarde, avec les quotas, les entreprises trouvent des femmes, sans les quotas, les entreprises se trouvent des excuses. Et donc il fallait agir et montrer qu'il y avait un chemin, donc, sachant que un grand nombre d'entreprises avaient déjà engagé un plan pour pouvoir progresser sur ce plan-là, et notamment sur la place des femmes dans les CODIR et les COMEX, mais manifestement, il y avait quand même encore un certain nombre d'entreprises qui ne prenaient pas ces engagements-là, et donc il fallait les accompagner. Et c'est une loi qui vise d'abord à accompagner les entreprises sur le chemin de la féminisation du pouvoir, mais plus qu'une loi qui vise à sanctionner. Évidemment, la loi sanctionnera celles qui véritablement ne veulent pas s'engager sur ce chemin-là, mais je crois au contraire que beaucoup d'entre elles aujourd'hui ont compris la pertinence sur le plan économique, notamment, d'agir sur ce point-là. Nous, on y croit beaucoup dans le groupe La Poche. C'est que vous le savez, on a 230 000, plus de 230 000 collaboratrices, collaborateurs. Donc, on se sent un peu aussi une responsabilité de montrer que c'est possible dans un grand groupe. On a 39,6% de femmes parmi les cadres dirigeants, donc on peut encore mieux faire, parce que la parité, vous avez mis 40%, mais finalement, ça serait même 50%, si on veut aller au bout de la réflexion dans quelques années. Et effectivement, on a tout fait pour avoir une égalité salariale, ce qui est le cas aujourd'hui, donc c'est possible. Mais là où je vous rejoins, c'est que la dépendance économique, elle est importante, parce que c'est là où se joue la différence, et peut-être aussi dans l'équilibre familial aussi derrière. Est-ce que cette liberté, entre guillemets, économique, ou le fait d'avoir plus de moyens et d'avoir des postes, plus de responsabilités, a une influence aussi dans le partage des tâches ménagères ou de la charge mentale dont on peut parler ? Alors malheureusement, ça n'est pas aussi simple. Ça n'est pas aussi simple. Si effectivement il suffisait que les femmes soient mieux valorisées sur le plan salarial pour qu'elles soient en tout cas départies de leurs responsabilités domestiques et familiales, malheureusement ces répartitions sociales entre les femmes et les hommes, notamment liées à la parentalité, et j'ai envie de dire à la place des femmes dans les maisons, à l'intérieur des foyers, est véritablement issue d'une construction millénaire. De nombreux chercheurs
d'ailleurs ont travaillé sur ces sujets-là. Malgré tout, la réalité, c'est que pour pouvoir intégrer une vie professionnelle, il faut pouvoir également être déchargé d'un certain nombre de responsabilités, notamment à la maison. Et donc, en effet, ce qui est certain, c'est qu'une meilleure répartition, un meilleur équilibre, notamment sur les charges domestiques et familiales à l'intérieur du couple, permet effectivement aux femmes de pouvoir s'engager davantage dans leur carrière. Néanmoins, on voit également que ces répartitions inégales peuvent se manifester dans des couples homosexuels, et non pas hétérosexuels, donc où en fait le plus gros apporteur de revenus va de facto être davantage déchargé sur un plan domestique et familial. Donc le sujet, c'est de montrer que pour pouvoir investir les vies professionnelles, que les femmes puissent investir le marché du travail, il faut en effet que les hommes se trouvent non seulement valorisés, mais également aient envie de participer à cet accompagnement de la parentalité. Et donc, il faut la valoriser. Et moi, je crois beaucoup notamment aux entreprises qui montrent aux hommes que leur parentalité est tout autant valorisée que celle des femmes. Et donc, ça va de pair, évidemment, avec le congé de paternité, mais pas seulement. C'est également pour qu'un homme puisse, autour de la machine à café, raconter la sortie scolaire qu'il a pu faire la semaine précédente et que ce soit autant valorisé lorsqu'on est cadre dirigeant qu'à n'importe quel niveau de la hiérarchie, voire même, et ça ce serait l'idéal, comme dans les pays du Nord, que le fait de ne pas être suffisamment investi dans sa vie familiale lorsqu'on est un homme soit un frein à la progression de carrière. Et on voit notamment en Suède que, par exemple, des hommes qui ne prendraient pas leur congé de paternité seraient davantage stigmatisés et ne pourraient pas nécessairement progresser comme ils le souhaiteraient à l'intérieur des entreprises. Donc voilà, on a effectivement un enjeu autour de ces enjeux de parentalité, mais également au sujet de l'aidance. Vous le savez, aujourd'hui, c'est un sujet qui est de plus en plus crucial. Bien sûr. Et donc, il faut aussi être vigilant sur ce sujet-là, parce que le risque, c'est qu'après les carrières hachées liées à la maternité, on ait des carrières hachées de femmes en raison notamment de la prise en charge des plus âgés ou des plus fragiles et des plus vulnérables. Et là, il faut aussi qu'on permette aux hommes de s'investir, pour ceux qui le souhaitent, dans l'accompagnement notamment de leurs parents âgés. Alors effectivement, Marie-Pierre Exin, et cependant, nous on a des congés paternité, on voit que les hommes les prennent moins. Donc c'est compliqué culturellement ou de par la société. Plus il y aura d'hommes qui le prendront, peut-être plus ce sera accepté. Parce que même si tout est mis en place aujourd'hui par les entreprises, eh bien les hommes prennent moins de congés paternité. Et de la même manière, les femmes que j'ai pu rencontrer qui à un moment donné gagnent plus que leur conjoint, eh bien finissent pour beaucoup, disent-elles, par se séparer. Je sais pas si, c'est des choses qu'on peut entendre. Alors comment, vous voyez, c'est assez complexe ces sujets d'équilibre finalement. C'est presque l'équilibre homme-femme sociétal. Et comment on peut jouer en tant qu'entreprise là-dessus? Qu'est-ce que vous nous donnez comme conseil, comme levier d'action? Je crois que d'abord il faut accompagner la parentalité de manière générale et ne pas, de la même manière que de plus en plus d'entreprises le font, par exemple sur des biais de recrutement. Sur des annonces, par exemple, d'emploi. On a également aujourd'hui à l'intérieur des entreprises un effort peut-être à faire, parfois une vigilance, à déconstruire certains biais, notamment liés à la parentalité, ne serait-ce qu'à travers l'iconographie, par exemple. Mais ça, c'est un engagement plus global de la société. On a vraiment quelque chose à reconstruire sur la parentalité. Moi, je plaide notamment pour ce que j'appelle une parentalité féministe, c'est-à-dire qu'au moment en fait, de la grossesse, qu'on ait également des moments qui sont liés à l'enfant, au bien-être de l'enfant à naître, qui soient vécus lorsque les deux parents ou les deux coparents sont bien présents, lorsqu'il y a deux coparents. Ça me semble absolument nécessaire. D'ailleurs, je vous noterai que dans le congé de paternité, on a rendu 7 jours obligatoires lors de sa mise en place. Et c'est absolument nécessaire pour éviter également le burn-out du postpartum,
des femmes. Mais effectivement, il y a toute une valorisation à mettre en place autour de la vie, de la parentalité des hommes à l'intérieur des entreprises et de fait, notamment sur le sujet bien sûr des horaires, mais également dans la conciliation des temps de vie. On parlait tout à l'heure des sorties scolaires. Oui. Moi, je constate, ayant un jeune enfant, j'ai fait 2 sorties scolaires récemment, et il se trouve que la dernière sortie scolaire, il y avait 4 papas et 2 mamans, c'était un vendredi. Et une autre qui était en milieu de semaine, il y avait 3 papas et 3 mamans. Ouais, c'est bien. Donc en fait, on voit quand même qu'il y a aussi une évolution qui est certes lente, qui doit être accompagnée par les entreprises. Mais voilà, je crois que le premier sujet, c'est de revenir sur des biais éventuellement qui pourraient intervenir sur notamment les enjeux de parentalité à l'intérieur de s'assurer par exemple que lorsqu'un homme va être père, qu'il puisse se libérer pour les échographies, le suivi, pour être présent au moment de la maternité. Avoir, j'ai envie de dire, autant d'égards pour des femmes comme des hommes au moment de la parentalité. Mais ça vaut aussi évidemment pour les femmes. Et là, ne pas uniquement identifier une femme à travers son rôle de mère, mais bien en tant que collaboratrice, et de s'assurer, mais ça je sais que vous le faites, qu'à l'issue de son congé de maternité, elle puisse avoir les mêmes options de progression de carrière, à la fois en termes de formation, d'accès à des postes, sans même se dire que parce qu'elle est mère ou jeune maman, elle est trop fatiguée, donc elle ne pourra pas accéder à tel ou tel poste peut-être plus chronophage. Je veux dire, c'est aux femmes aussi de choisir. Peut-être que certaines d'entre elles ont envie justement pour relancer leur vie de femme après une maternité, de pouvoir s'investir dans leur vie professionnelle. Et puis peut-être se dire aussi que les moments de vie ne sont pas figés. Oui. C'est-à-dire qu'on peut aussi, en tant que femme ou en tant qu'homme, à l'intérieur d'une entreprise, avoir besoin de libérer plus de temps à un moment donné. Là, on parle de maternité, de jeunes enfants. Mais on sait que l'adolescence n'est pas non plus un long fleuve tranquille et qu'on peut avoir besoin d'avoir du temps qui soit libéré pour accompagner un jeune adolescent. On peut avoir des moments comme ça dans la vie où on a besoin de libérer du temps. Et pour autant, ça ne signifie pas qu'on ne se désengage de sa vie professionnelle. Ça peut être momentané. On peut avoir un proche qui est en fin de vie, qu'on a besoin d'accompagner. Et tout cela est momentané. Et ça ne signifie pas qu'on se désengage de sa carrière. Mais ça signifie qu'à un moment donné, on a besoin peut-être d'être un peu plus en retrait et de se réinvestir après. Et je crois que les entreprises qui prennent en compte cela seront des entreprises dans lesquelles les collaborateurs seront d'autant plus investis qu'ils auront pris en considération les aléas de la vie personnelle, d'ailleurs qui peuvent être liés à des responsabilités familiales ou non. On peut aussi avoir des problématiques, on peut avoir des collaborateurs qui s'engagent dans une vie politique, dans une vie associative. Et donc, le fait de permettre aussi des moments de vie aussi, on a besoin de se pencher sur soi-même de faire ces aléas tout en s'investissant dans sa vie professionnelle et de faire en sorte que ces moments moins tendus ne privent pas d'opportunités professionnelles, ce qui serait dommage parce qu'on sait à quel point un collaborateur qui connaît la culture de l'entreprise est nécessairement beaucoup plus productif, efficace, et tout cela bénéficie également économiquement, financièrement, en termes de business à l'entreprise. Bien sûr. Et quand je vous entends, on parle souvent, les hommes ont peur de perdre quelque chose, mais quand je vous entends, tout le monde a y gagné finalement. C'est gagnant-gagnant, on le sait très bien. D'ailleurs, pour l'anecdote, lorsque Olof Palme, le Premier ministre suédois dans les années 70, avait voulu mettre en place cette politique qu'on connaît tous en Suède, il avait prononcé un discours. Le premier discours qu'il a prononcé, c'était « Émanciper l'homme », où il montrait les bénéfices attendus pour les hommes à un meilleur équilibre entre la place des femmes et des hommes dans les entreprises, dans la vie sociale, dans la vie publique. Et en effet, les bénéfices sont réels. Je crois que les hommes, aujourd'hui, ont envie aussi de pouvoir vivre une vie départie de stéréotypes très patriarcaux, d'un pater familias,
Ils ont envie aussi de pouvoir être eux-mêmes dans leur vie. Et donc, on voit de manière très factuelle, à travers un certain nombre d'indicateurs, qu'il y a de bénéfices réels pour les hommes. Je pense notamment à un taux de suicide amoindri pour des hommes dont, évidemment, la conjointe pourrait travailler, parce que, évidemment, ce sont lorsqu'il y a un deuxième apporteur de revenus, c'est évidemment une pression qui est enlevée des épaules des hommes. Mais également, on voit que des bénéfices, évidemment, aussi pour les enfants. Bien sûr. Donc, en termes de santé mentale aussi pour les hommes, je crois qu'ils ont à y gagner, véritablement, à faire en sorte que chacun et chacune trouve sa place dans la société. Et puis, au fond, moi, ce que je dis à mon jeune adolescent, et d'ailleurs, il me le confirme, est-ce qu'il a lui-même envie d'assister dans la rue, dans la salle de classe, dans une salle de concert, à un acte de violence qui serait manifesté à l'égard d'une jeune fille parce qu'elle serait une jeune fille? Est-ce qu'il a véritablement envie d'assister à ça? Comme il n'a pas envie d'assister à des scènes de racisme ou d'antisémitisme, il n'a pas envie d'assister à des scènes de sexisme. Et donc c'est comme ça aussi qu'il faut mobiliser les jeunes garçons. Et au fond, voilà, eux aussi, ils y trouveront une vie beaucoup plus légère à faire en sorte que leur père, fille, se sentent bien dans la société. Bien sûr. Et nous, on y croit beaucoup, en tout cas dans le groupe, mais je pense que vous le partagez aussi, mais ça va être aussi très différenciant. Les entreprises qui vont vraiment ont compris ça et s'engagent complètement. Alors, ça fait partie de notre ADN, mais même les entreprises qui sont en train de prendre conscience de cet équilibre, de ce bien-être de leurs collaborateurs au sens global, de permettre d'avoir ces différents temps de vie. Et on parle de plus en plus de populations vieillissantes, vous l'avez dit, et des moments aussi où on a les ados, les jeunes, mais aussi ses parents et les aidants. Les entreprises qui vont vraiment prendre des mesures et faire la différence, on pense, nous, que ça a été un vrai argument aussi pour attirer des talents, hommes comme femmes. Et qu'est-ce que vous... Enfin, bon, je pense que je connais la réponse, mais est-ce que peut-être vous pouvez nous expliquer aussi... Alors, attirer et garder des talents. Et garder, parce que des femmes partent, c'est ça. Et garder des talents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est aussi quand même dans une logique, je dirais, de guerre des talents, surtout sur certains secteurs d'activité. Et donc, le fait de faire en sorte de permettre à chacun d'être épanoui dans l'entreprise, évidemment, c'est un facteur de rétention des talents, donc ça me semble important. Et puis le deuxième point, dans le contexte plus global que nous connaissons, ce que je crois, c'est que les droits des femmes sont un totem pour celles et ceux qui défendent l'état de droit, les institutions, on va dire la démocratie de manière générale. Et donc, le fait que des entreprises s'engagent sur les sujets d'égalité femmes-hommes, notamment en Europe, va être aussi un engagement, j'ai envie de dire, au-delà du sujet de l'égalité femmes-hommes pour l'équilibre, la place de chacun dans la société, le respect de la démocratie, le respect de l'état de droit. Et donc, ça va être aussi un des engagements. Au-delà, je pense que l'ESG va s'élargir, j'ai envie de dire, et il va y avoir un retour sur investissement social des entreprises, véritablement, y compris sur un plan économique, en effet. Vous avez raison de le dire. Et on sait, par exemple, que les entreprises qui féminisent le plus leur CODIR ou leur COMEX, par exemple, ont un taux de rentabilité opérationnelle 10 points supérieur aux autres. Donc, on a véritablement à la fois des bénéfices économiques pour les entreprises. Donc, évidemment, ça va de pair avec des bénéfices globalement économiques pour l'ensemble d'un pays. Mais ça va aussi avec des bénéfices sociaux et un certain nombre d'indicateurs qu'on a besoin aujourd'hui d'affiner dans nos mesures. Et puis, évidemment, ça va de pair avec la réputation de l'entreprise et la manière dont elle veut contracter aussi avec des opérateurs publics. Et par exemple, aujourd'hui, moi, j'ai intégré aussi un certain nombre de contraintes aux entreprises qui souhaitent recevoir un financement de la Banque publique d'investissement, la BPI. Elles doivent notamment respecter les obligations professionnelles en matière de l'index de l'égalité professionnelle. Donc, on voit en fait que tout cela est un circuit bénéfique pour tout le monde et que tous ces indicateurs forment un puzzle, comme en fait ils forment un continuum pour la vie des femmes. Les femmes, leurs problématiques, elles ne sont pas uniquement d'ordre économique. Il y a évidemment le sujet de la place des femmes dans l'espace public, le sujet des violences, l'accès à des fonctions politiques, par exemple. Et tout ça, en fait, est un cercle, un continuum de la vie des droits des femmes.
et les entreprises en fait qui prennent leur place sur ces problématiques-là seront des entreprises, moi je crois, beaucoup plus vertueuses et qui investissent aussi sur le moyen et le long terme. D'ailleurs, souvent, quand on s'attache à ces sujets d'égalité entre les femmes et les hommes, professionnellement parlant, on embarque aussi les sujets de responsabilité sociétale, d'environnement, de diversité, etc. Bien souvent, ce sont les mêmes combats, je pense. Je pense que, bon. Et les bénéfices, d'ailleurs, se retrouvent parce que les entreprises également, je parlais tout à l'heure d'engagement, j'ai envie de dire, démocratique, mais on sait aussi que les entreprises qui ont davantage de féminisation de leurs instances de direction ont également des indicateurs de performance bien supérieurs en matière de production carbone. Donc tout cela, pourquoi ? Parce qu'en fait, cela exige de la part des entreprises de se réinventer. C'est difficile. Ça n'est pas simple de féminiser un cercle de pouvoir, de féminiser ces cadres dirigeants. Vous l'avez atteint parce que évidemment tout cela est aussi une forme d'engagement et de proactivité de la part de votre entreprise. Mais on sait aussi que eh bien, ça n'est pas simple. Et donc ça signifie qu'il faut revoir un certain nombre de fonctionnements à l'intérieur de l'entreprise, revoir des codes que l'on croyait acquis, qui avaient été en place souvent par des hommes pour des hommes, et donc faire rentrer une nouvelle population dans le jeu, dans le game, comme on dit, c'est revoir des règles du jeu, de manière à ce qu'elles soient propices à faire en sorte que chacun ait sa place dans l'entreprise. Et donc c'est véritablement se réinventer, et c'est la raison pour laquelle ces entreprises sont bien plus performantes sur un certain nombre d'indicateurs, qu'il s'agisse en effet des enjeux de diversité, d'environnement, de handicap, etc. Faire entrer des femmes dans le jeu, et qu'est-ce qu'on entend parfois oui, mais on ne trouve pas de femmes dans les filières scientifiques, on ne trouve pas de jeunes femmes dans les mathématiques et de moins en moins, on ne trouve pas de femmes dans l'IA, etc. Alors nous, on a l'école de la data et de l'IA, et on a été chercher les femmes, et notre école est paritaire, mais on a c'est vrai, des filières quand même où il faut plus aller les chercher. Est-ce que comment on peut le faire encore plus ? À quel niveau on peut agir en tant qu'entreprise ? Alors c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des biais et il y a des stéréotypes qui ont été là aussi forgés par une manière probablement d'appréhender la technique, la technologie et la science par les femmes dans notre pays, parce que ça n'est pas le cas de tous les pays. Je pense par exemple au Maroc. Les arts et métiers, l'école des arts et métiers est à 50-50 filles, garçons. Donc on a comme ça, absolument. Donc ce n'est pas évidemment intrinsèque aux jeunes femmes. En revanche, ce que je crois, c'est que il faut être proactif et surtout comprendre pourquoi les jeunes femmes et les jeunes filles vont moins dans ces filières. Donc là, je parle pour celles qui s'orientent vers des options d'enseignement supérieur. Il y a des mécanismes de sexisme, voire même de violence sexuelle, sur certaines filières. Il ne faut pas s'en cacher, il faut le dire. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, il y a des écoles qui ont réussi à largement féminiser. Donc, vous en êtes un exemple avec l'école de l'IA à la Poste, mais il y a également, je pense à l'école 42, on a notamment sur le plateau de Saclay également des formations, je pense à des formations robotiques à Normal Sup, où on a jusqu'à 40% de femmes. Donc on arrive à avoir des taux intéressants parce qu'on arrive à montrer aux parents et aux jeunes filles que l'environnement est un environnement qui est sain, dans lequel les jeunes femmes seront accueillies et en sécurité, donc ce qui est quand même la moindre des choses pour les parents lorsqu'ils font des choix d'orientation. C'est vrai. Et ensuite, ça permet surtout de garder ces jeunes filles. Et c'est la raison pour laquelle, moi, dans mon texte, j'ai mis en place un baromètre de l'enseignement supérieur. Les décrets ont d'ailleurs été publiés l'année dernière. Et les établissements d'enseignement supérieur aujourd'hui sont soumis à un certain nombre d'indicateurs qui permettent de mesurer notamment, pour chaque option, le prorata filles-garçons à l'entrée de l'école, mais également au cours de la scolarité pour voir s'il y a une départition de talents, auquel cas il faut que l'école s'interroge des raisons pour lesquelles les jeunes filles s'en vont, c'est déjà de faire en sorte que celles qui les intègrent y restent. Et là, on sait mécaniquement qu'on en aurait davantage. Ensuite, moi je suis pour des quotas dans les classes préparatoires. On sait qu'il y a en fait, de fait, des quotas non dits dans certaines classes préparatoires très prestigieuses, notamment en raison des internats.
Oui. où on a en fait des obligations d'être interne, par exemple sur certaines classes préparatoires, Ah oui. et il y a moins de dortoirs pour les filles, donc de fait, Et ce oui. sont des quotas. Ce sont des Donc quotas. il faut qu'on ait cette vigilance-là, parce que même s'il y a de plus en plus de prépa intégrés dans les établissements, la classe préparatoire, pour certaines écoles, notamment des écoles prestigieuses, c'est important et c'est un préalable. Et puis, il faut aussi qu'on ait une réflexion plus globale sur la manière dont on va également présenter les matières techniques et scientifiques aux plus jeunes. On sait que dès le cours préparatoire, les filles décrochent en maths. Alors, il n'y a aucune raison que les petites filles de 6 ans décrochent en maths. Oui, c'est sûr. Mais il y a un rapport à une manière dont on présente, la manière dont on les identifie également à travers la matière mathématique qui fait qu'à un moment donné, elles décrochent, elles investissent moins les mathématiques que les petits garçons. Donc on a comme ça un travail culturel aussi approfondi à faire. Et puis, il faut aussi qu'on arrive à montrer ce que beaucoup font, aussi des rôles modèles, qui sont des merveilleux exemples de réussite. On a aujourd'hui, par exemple, des femmes qui dirigent des entreprises du CAC 40. Je pense à Catherine McGregor ou à Christelle Heidemann, qui elles-mêmes ont fait évidemment des écoles scientifiques et qui sont, je crois, de beaux modèles de réussite pour les jeunes filles et des modèles actuels dans lesquels elles peuvent se projeter. Je pose souvent cette question-là, justement, est-ce que vous avez un rôle modèle ou quelqu'un qui vous a inspiré, ou qui vous inspire encore, Marie-Pierre? Alors moi, j'ai un rôle modèle, mais en fait, vous voyez, j'ai les 2 bras de quelqu'un, d'une femme, les 2 jambes d'une autre, et les yeux, la bouche d'une autre. En fait, c'est un patchwork, mon rôle modèle. Oui, moi j'ai beaucoup de rôles modèles, et ça va à la fois de femmes comme Ruth Ginsburg, Bader Ginsburg, qui par exemple est une juge de la Cour suprême et qui a vraiment, enfin moi j'aime beaucoup la manière dont elle travaillait et de manière très pointue à souhaiter faire avancer les droits des femmes. Mais ça va évidemment avec des modèles qu'on connaît tous comme Simone Veil. Et puis également des autrices. Je lis beaucoup. Et j'aime beaucoup des auteurs comme Susan Sontag, Barbara Lévy, etc. Donc des femmes qui ont une manière d'aborder les choses un peu différemment. Donc je m'inspire de beaucoup de choses. Est-ce que vous pensez que dans le contexte géopolitique actuel, mondial, la France a quelque chose à jouer? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes inquiète par rapport à ce qui se passe actuellement? Alors oui, je suis inquiète. Oui. Je suis inquiète parce que les mots, notamment prononcés par le président américain, ne sont pas que des mots. Et se concrétise également sur notre pays, puisqu'on a en fait des instructions qui ont été passées à des entreprises françaises, dans les conditions qui leur sont imposées aujourd'hui pour contracter avec le gouvernement américain. Donc, même si je sais que ces entreprises sont engagées et garderont leurs engagements, ça signifie d'autant plus de volontarisme de la part de nos entreprises pour s'engager dans cette voie-là. Donc oui, je suis inquiète. Par ailleurs, il y a des conséquences directes aujourd'hui, notamment pour les droits des femmes dans le monde. Et je pense notamment à l'accès à l'aide au développement qui va pénaliser en priorité les femmes et les enfants, et notamment en matière de santé publique. Donc oui, il y a des raisons objectives de s'inquiéter. On a déjà des conséquences manifestes de prise de position qui s'avère être une réalité, y compris parfois dans des pays proches des nôtres. Là où je suis davantage optimiste, c'est que j'espère que, notamment en Europe, on va avoir un renforcement des liens, notamment à l'échelle européenne, sur ces problématiques. On a, par exemple, en France, bientôt la transposition de la loi sur la transparence des salaires, la directive sur la transparence des salaires. Ça, par exemple, ce sont clairement des objectifs que nous devons nous tenir en France, à la fois des engagements CSRD, des engagements transparence des salaires qui proviennent de directives européennes. Nous ne devons pas lâcher en France, malgré le contexte politique pas toujours simple. Nous devons tenir nos engagements et puis surtout consolider à l'échelle européenne, à la fois donc, ça participe aux engagements que peuvent avoir les entreprises
pour celles qui ont des business sur l'ensemble des pays européens, mais également de la part des gouvernements qui doivent plus que jamais être unis sur ces problématiques, parce que je le crois vraiment, la question des droits des femmes, au-delà du sujet des droits des femmes, est véritablement un totem contre lesquels ceux qui discutent les principes démocratiques vont s'attaquer à ces droits intrinsèques. Et comme le disait Hillary Clinton, les droits des femmes sont des droits humains et les droits humains concernent les droits des femmes. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Tout à fait. Merci beaucoup. On va rester sur cette note d'optimisme malgré tout. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Et puis merci pour tout ce que vous faites pour faire avancer à bras le corps. Et merci aux entreprises qui sont mobilisées. On sera là avec vous en tout cas. Merci à vous. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une prochaine émission d'À part égale.